Heures, on nous dit que le ciel est tombé sur le peuple burkinabé. À quelques semaines de la fin de son mandat, le Conseil national de transition, tel une boule de neige sous le soleil, a fondu aux grandes dames des citoyens, cédant sa place au Conseil national pour la démocratie, l'actuel organe dirigeant du pays. Et ce, après un coup d'État militaire des éléments du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui a aussitôt prononcé la dissolution du gouvernement et du Parlement de transition est porté à la tête du Burkina Faso le général Gilbert Diendéré, un homme de main de l'ancien chef d'État burkinabé. C'est lui qui, en effet, en 1987, a annoncé le coup d'État fomenté par Blaise Compaoré contre son frère d'armes, feu Thomas Sankara. Depuis 30 ans, il lui est donc resté fidèle. Coup d'État militaire à pratiquement un an de la révolution des 30 et 31 octobre ayant sonné le gras du régime Blaise Compaoré. Retour à la case départ, ce sera notre premier débat du jour. Mais nous parlerons ensuite de la médiation de l'ONU dans la crise libyenne. L'émissaire de l'Organisation des Nations Unies pour la Libye, Bernardino Léon, est plus qu'optimiste quant à une sortie de crise dans la Libye. Possible retour à la normalité dans les tout prochains jours dans la Libye post-Kadhafi. Le regard de nos invités sur la question, c'est dans un instant. Mais avant le débat, voici le flash. Au Gabon, l'ancien directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo Ondimba et ancien ministre Serge Maurice Mabiala n'est plus libre de ses mouvements. Cueilli tôt hier matin à son domicile par des agents de l'ADR, la Direction générale des recherches, il lui est reproché le détournement de près de 2 milliards de francs CFA. Au Mali, une nouvelle violation du cessez-le-feu a été constatée hier dans le nord du pays, dans la région de Kidal. Les groupes armés pro-gouvernementaux y ont affronté les rebelles de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Aucun bilan officiel pour l'heure. En RDC, à l'issue du procès en appel dans l'affaire Floribert Chebeya, du nom du défenseur des droits de l'homme assassiné en juin 2010, ainsi que de son chauffeur Fidel Bazana, un policier a été condamné à 15 ans de prison ferme. 4 autres ont été acquittés. À quelques semaines de la célébration de l'an de la révolution burkinabé ayant chassé Blaise Compaoré du pouvoir, les militaires ont signé leur retour au devant de la scène par un putsch pour, disent-ils, rétablir l'équité et éviter le chaos au Burkina Faso. Coup d'État militaire au Burkina Faso, intervention patriotique ou assassine. C'est le premier débat, mais juste après ce générique. Le décryptage de l'actualité sur le continent se fera ce jour avec 2 invités déjà sur ce plateau. Maître Sadikou Alao, président du GEDES Afrique, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique. Maître Sadikou Alao, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci de répondre à notre invitation. Oh, c'est un devoir. En face de lui, Vincent Lézimé, journaliste parlementaire et chef cellule communication du médiateur de la République au Bénin. En somme, un habitué des questions de crise. Monsieur Vincent Lézimé, bonjour. Bonjour Joël. Je reste avec vous. Le CNT, le Conseil national de transition, n'est désormais plus que l'ombre de lui-même. La nouvelle vous est-elle tombée sur la tête, tel un matou? Non, comme le disent même déjà les Burkinabés, cette question se pointait déjà à l'horizon, étant entendu qu'il y a un certain nombre d'éléments qui annonçaient que bon, la transition connaîtrait d'une manière ou d'une autre un coup, surtout avec ce groupe de militaires, bon, que moi, à l'analyse, je considérerais comme bon, des milices entretenues par l'ancien président, étant entendu que il est difficile de les considérer comme des éléments de l'armée du Burkina. Parce que, donc un putsch pour vous, c'était prévisible? Oui, le putsch était bien prévisible parce que ça fait la 4e fois. Les 3 dernières fois, ils ont tenté même à retenir le Premier ministre Zida. Enfin, pour eux, il n'était pas question de faire la transition avec ce Premier ministre. Lui-même étant
de ce régiment-là, bon, il est connu d'eux et pour eux, il n'est pas question qu'ils participent à la transition. Mais voilà que la révolution l'a pratiquement imposé parce que, pour rappel, il a joué également un rôle important dans l'insurrection d'octobre passé. Tous ces éléments réunis permettent de dire que d'une manière ou d'une autre, cela devrait arriver. quelque chose devrait se passer. Maître Sadikou Alao, même lecture ou une surprise pour vous? Oh, j'aurais presque la même lecture, sauf que ce sera beaucoup plus nuancé. Et comment? Parce que je crois qu'il ne faut pas beaucoup instrumentaliser nos militaires aujourd'hui. Ce ne sont pas les militaires de l'ancienne génération. Nouvelle génération. C'est pour la plupart des gens bien éduqués, des intellectuels, qui ont une autonomie de pensée. Je crois qu'il ne faut pas les instrumentaliser. Donc c'est pour le peuple burkinabé qu'ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire là. Je vais peut-être vous apporter quelques précisions. Allons-y. Lorsqu'il y a eu l'interruption du processus démocratique avec le départ de Compaoré, vous savez que c'est une interruption anticonstitutionnelle. Il n'a pas fini son mandat, même s'il y a eu insurrection. Parce qu'il faut vraiment rester équilibré. Il n'a pas fini son mandat et toute prise de pouvoir avant la fin du mandat constitutionnel est une irruption dans la vie démocratique. Il faut être équilibré. C'est aussi inacceptable. Donc c'était en son temps un coup d'État aussi. Et qui l'a favorisé? On parle trop vite en disant que c'est le peuple burkinabé qui a réussi à lui tout seul à chasser Compaoré. C'est parce que ces mêmes troupes d'aujourd'hui qui reviennent de ce régiment a contribué en lâchant Compaoré à le faire partir. Il y a d'autres interventions, bien sûr. Je préfère qu'on n'en fasse pas état sur ce plateau parce que les choses ne sont pas aussi simples. Il y a eu des interventions extérieures qui ont obligé ces troupes-là à baisser pavillon. Donc, c'est les mêmes troupes qui ont lâché Compaoré qui aujourd'hui reviennent au devant de la scène. C'est vrai qu'on ne peut que soupçonner Compaoré, mais c'est une démarche un peu trop rapide. Eh bien, donc, dans ce qui vient c'est de des se cadres passer, militaires qui ont leur autonomie, qui ont leur propre démarche et qui défendent leurs propres intérêts, y compris les intérêts d'un groupe ou de plusieurs groupes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop les assimiler, il ne faut pas les assimiler trop rapidement à Compaoré. Et justement, le général Diendéré, dans sa déclaration, a fait savoir que s'il l'a fait, c'est simplement parce qu'il craignait pour ce Burkina Faso qu'il voyait en train d'évoluer tout droit dans le mur. Il y avait assez de discrimination. Il faut permettre à ce pays d'aller vers une vraie démocratie. Vous apportez caution à cette sortie? En fait, aucun coup d'État, aucune éruption dans la vie démocratique ne peut être approuvée par un démocrate. Par principe, toutes les interruptions anticonstitutionnelles doivent être condamnées. Cela dit, lorsque nous sommes en position de gérer les intérêts d'un pays, aussi contradictoire qu'il soit, il faut essayer de conserver le juste milieu. Si vous regardez bien ce qui s'est passé au Burkina Faso depuis quelques mois, vous constaterez qu'il y a eu un peu d'impatience, on a confondu un peu vitesse et précipitation. Il y a des questions très importantes qu'on aurait dû laisser au gouvernement, au nouveau gouvernement, et lui laisser la charge de les résoudre avec l'assentiment de la population, le soutien de la population qui a voté. Lesquels, par exemple? Bon, prenez la question terre à terre de l'exclusion. Ce n'était pas très nécessaire. Prenez la question, par exemple, du régiment présidentiel. C'est une question fondamentale, parce que si on ne sait pas le rôle que joue ce régiment au Burkina Faso, on peut tenter de banaliser. Ça représente une vraie force inquiétante, y compris même pour l'extérieur. Et vouloir banaliser parce qu'on a fait des manifestations. Le président Compaoré est parti. Pensez du coup
que toutes les forces sont devenues, disons, banales, que le pouvoir n'est plus au bout du fusil, c'est aller trop vite en besogne. Cette force représente une vraie force dont tout le monde devrait s'inquiéter. Et vouloir porter atteinte à ses intérêts immédiats, c'est ne pas avoir trop réfléchi à la question. Mais mieux, il y a des questions beaucoup plus perplexes. Prenons le dossier Sankara. Lorsqu'on veut que cette transition mette en place tout ce qu'il faut pour résoudre le dossier Sankara, qui a des facettes multiples, nationales et internationales, vouloir demander à cette transition, en quelques mois, de mettre ce problème sur les rails, y compris tous les autres crimes qu'on a dénoncés, c'est surcharger la transition. Et ça ne peut que fragiliser la transition. Parce que beaucoup savaient que cette transition était de plus en plus fragilisée et tout le monde voulait que les élections s'organisent rapidement pour que ce ne soit pas remis en cause. Mais la fragilisation a été créée, selon moi, par la transition elle-même. Vincent Lézimé, qui trop embrasse mal les trains, le CNT aurait donné lui-même les armes pour sa destitution. Bon, je pourrais dire également oui, parce que effectivement. Il y a quelques nuances. Oui, il a quelques nuances. Parce que, bon, pour moi, dossier Sankara, Songo, tout ça là, emballé dans la transition, de mon point de vue, ça serait également lourd. Néanmoins, il faut reconnaître, Maître évoquait tout à l'heure la question d'exclusion. Dans toute démocratie, il y a toujours l'exclusion. Parce que l'état de droit, ce sont d'abord les tests. Et qui dit test, dit enfin, des balises pour que ce ne soit pas tout le monde. Je prends le cas du Bénin. On dit, pour être président de la République, il faut avoir 40 ans. Enfin, bon, il y a des nuances là-dessus aujourd'hui. Il faut savoir respecter les tests qu'on s'est donnés soi-même. Oui, et non seulement cet aspect exclut des gens, il a aujourd'hui des gens qui ont la capacité de diriger le Bénin, mais le système démocratique béninois considère que pour être président de la République, conformément à l'article 44... En un mot, tous ces arguments, c'était juste des alibis. Pour moi. Et l'autre nuance que je voudrais apporter, Maître parlait tout à l'heure de coup d'État par rapport à la révolution d'octobre. Non, je voudrais dire ceci. Le lien entre la démocratie et les droits de l'homme est clairement défini dans l'article 21.3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit clairement ceci. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel légal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Mais ce n'est pas une élection qui a fait partie de l'esprit. Non, j'en viens. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. N'êtes-vous pas là en train de prendre une portion de la... Non, c'est très important de mettre l'accent là-dessus en évoquant le cas burkinabé. Le président Blaise Compaoré, à l'analyse de sa session, tout le temps, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas la démocratie, la volonté du peuple. C'est qui tout le monde? Donc je parle du peuple burkinabé. Et également... Mais les gens de son parti, font partie aussi du peuple. Oui. C'est pour dire concrètement quoi? Oui. Ce n'est pas, la démocratie n'est pas une question de l'unanimité, mais plutôt c'est une question d'une majorité. Et cette majorité, que soit, ne saurait être confondue aux militants du parti de Compaoré. Donc la majorité s'était exprimée le 30 et 31 octobre dernier. Voilà. Donc cette question, l'assimiler à une irruption dans la démocratie, étant entendu même que parler de Burkina, dire qu'il avait de la démocratie, je crois que cela mettrait un peu en mal les Africains qui aspirent à cette marche, qui, de mon point de vue, est une marche universelle. Autrement, on a étouffé la voix de cette majorité par ce putsch. Non, est-ce que moi, je suis un peu gêné de qualifier ce qui se passe actuellement
au Burkina comme push, comme je l'ai dit à l'entame. Mais c'est une milice qui est venue chasser les autorités de la transition. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu hier le président du Parlement, M. Chérif, il a été clair qu'aujourd'hui, ceux qui opèrent au nom de l'armée ne représentent pas l'armée du Burkina Faso. Parce que... Mais Chérif n'est pas de l'armée et l'actuel homme fort dit non, qu'il n'y a plus de transition. Quel est l'effectif de cette composante? 1200, 1300 selon... La raison n'est-elle pas du côté des plus forts parfois? Non, l'armée du Burkina, ce n'est pas 1200, 1300 à ma connaissance. Donc c'est dire que... Mais pourquoi cette armée n'est-elle pas descendue dans la rue? Là c'est une autre dimension de la question. Parce qu'il faut voir les rapports de force. C'est un groupe surarmé, pas comparé au moment où il était au pouvoir. Donc cela pose problème. Et c'est en cela, nous devons tirer leçon. Parce que on est à l'international, mais il faut toujours revenir chez soi. Avant de revenir chez soi, mais pour apprécier des choses. Vous avez suivi Vincent Lazy, mais dans ce qui se passe aujourd'hui, ils pensent simplement qu'une fois encore, c'est la voix du peuple qu'on essaye d'étouffer. Non, je crois qu'il faut éclaircir les choses. Je ne partagerai pas son point de vue, tout simplement parce que ce n'est pas parce qu'on a des émeutes, ce n'est pas parce qu'on a dans la rue beaucoup de gens qui protestent contre un gouvernement ou demandent son départ qu'on peut qualifier cela de la vox populi. Il faut quel élément? Ce qu'on a toujours choisi en démocratie pour dire que c'est le peuple ou c'est la majorité du peuple. C'est le vote, ce sont des élections. Ce n'est pas ce qui se manifeste bruyamment. Et le texte que vous avez lu est assez clair. Mais quand le peuple estime qu'aux urnes, même ses voix sont volées... Non, ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que moi, en tant qu'observateur des élections, oui, en tant que personne ayant conseillé plusieurs gouvernements africains en matière électorale, ayant eu un de mes représentants comme président de la commission électorale du Burkina Faso pendant des années, je ne peux pas laisser dire que les élections au Burkina Faso, c'était de la mascarade. Vous savez, si vous voulez trouver en Afrique des élections 100% transparentes, disons, à l'occidental, je vous dis, vous n'en trouverez même pas sur le pouce. Parce que tous ceux qui participent au scrutin, en Afrique du reste, pour ne parler que cela, que de l'Afrique, essayent de se débrouiller avec le processus électoral. Et ce n'est pas un euphémisme de le dire, je l'ai dit clairement. Donc, mais parmi les élections... On peut toujours compter sur le général au pouvoir. Il a dit qu'il donnera le pouvoir aux civils. On abordera cette question tout à l'heure avec votre permission. Okay, donc, quand on veut parler du peuple, il faut utiliser les outils qui sont prévus internationalement pour qualifier le peuple et ne pas considérer que toute éruption, toute manifestation de gens, aussi nombreux soient-ils, qui ne respecteraient pas la voie du processus électoral, pour être qualifiés du peuple. Je ne serais pas d'accord avec cette qualification. Deuxièmement, si vous suivez bien ce qui se passe au Burkina Faso, quand on parle d'exclusion et d'inclusion, il faut bien analyser cette situation. Il ne s'agit pas de décréter à quelques jours ou quelques semaines d'une élection que telle ou telle catégorie de personnes serait exclue. Lorsque vous avez une constitution, celle qui a été, la charte qui a été adoptée, dit que les élections doivent se passer sans exclusion, avec l'ensemble des protagonistes. Donc vous avez un texte de la loi électorale qui vient contredire la constitution. Mais la difficulté ici vient de quoi? Si l'on dit que ceux qui ont commis une infraction ne pourront pas se présenter aux élections, il faut d'abord qu'il y ait un organe indépendant
pour dire que ceux-là ont effectivement commis telle infraction. Mais ça dit quoi là? Avec votre permission, nous allons évoluer dans le débat. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette intervention était simplement une intervention patriotique? Pour le peuple, ils ont agi. C'est un mot trop important que vous utilisez, parce que le patriotisme, si je m'en tiens à la définition que je connais, c'est ce qui va dans l'intérêt de la nation. Et eux, aujourd'hui, ils veulent bannir l'exclusion. L'exclusion que ce les qui autres divise la nation, tout ce qui peut diviser la nation, peut être considéré comme antipatriotique. C'est ça. Mais il ne faut pas aller trop loin dans cette démarche parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dans ce patriotisme. Autant quand on fait de l'exclusion et que quelqu'un veut combattre l'exclusion, il peut se prétendre patriote. Mais vous avez des limites. Lorsque vous voulez éradiquer une armée ou la remettre en cause et qu'il y a des gens qui appartiennent à ce corps d'élite et qui sont très puissants, est-ce que accepter de se faire harakiri ou refuser de se faire harakiri, c'est patriotique ou c'est antipatriotique? Et qu'est-ce qu'il faut en dire? Aujourd'hui, ils l'ont fait simplement parce qu'ils sentent qu'il y en a qui en ont marre. Ce sont les propos du général Diendéré. Ça c'est sûr. Celui qui fait un coup d'État, aussi blâmable soit-il, trouvera dans la complexité du débat burkinabé et surtout du fait que les Burkinabés eux-mêmes se sont comportés comme des gens trop pressés devant la difficulté de la tâche, je crois qu'ils ont donné, comme vous l'avez dit tantôt, le bâton avec lequel on les a frappés. Parce que, en fait, s'ils s'en étaient tenus à la transition, faire leurs élections conformément au texte qu'ils ont adopté et laisser tous les autres problèmes complexes, parce que ces problèmes sont complexes, et je mesure mes mots en les disant, les problèmes sont extrêmement complexes. Les laisser au nouveau gouvernement, je vous assure qu'ils auraient assuré la survie de la transition. Parce que personne ne veut du mal du peuple burkinabé. S'il arrive des malheurs au Burkina Faso, il en arrivera partout en Afrique de l'Ouest. Donc ce que nous recherchons tous, nous avons déjà assez de problèmes. Que de grâce, on libère les gens qui ont été arrêtés et que le processus de transition sur son cours, qu'on ait des élections à bref délai et qu'on en finisse. Alors Vincent Lézimé, cet engagement Diendéré l'a manifesté d'une fois, vous avez suivi. Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par se réjouir pour le Burkina Faso? Non, 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 non. Vous avez demandé tantôt si le mouvement est-il patriotique, le mouvement de Diendéré. Non, de mon point de vue, pas du tout. Parce qu'il est intervenu. Il est trop catégorique là. Oui, oui, il est intervenu. Je l'ai suivi. Il a évoqué un certain nombre de questions. D'abord, il estime que les membres du parti de Compaoré oui, sont écartés des élections. Mais en dessous, il ne revenait pas à l'armée. Mais le parti a des militants. Est-ce que les militants de ce parti sont descendus dans la rue pour manifester leur désapprobation? Mais ce qui est en dessous, en réalité, son épouse est membre de ce parti et qui a été recalé. Et ce qu'il faut retenir, le général Gilbert Diendéré est presque un homme connu du peuple burkinabé. À l'avènement de Thomas Sankara en 1983, il était présent. En 1987, pour assassiner Sankara, il était présent. Et dans cette même dynamique, dans cette même mouvance, il a joué beaucoup de rôles. Il a été même accusé de trafic d'armes dans la sous-région. Il est connu des milieux français parce qu'il a joué assez de rôles dans la libération des otages européens ou occidentaux dans le milieu. Un passé peu élogieux ne fait pas toujours de l'homme un diable, non? Non, c'est d'une évidence qu'il serait difficile aujourd'hui que le peuple établisse une confiance
entre un personnage du genre et ce que veut le peuple burkinabé. Expressément, dit-il, les élections seront organisées, mais une élection consensuelle, est-ce que déjà ce n'est pas à saluer? Oui, élection consensuelle, on y met quoi? On y met quoi? Parce que son épouse, membre du CDP... Donc vous voulez dire que c'est juste pour la femme qu'il a fait tout ça? Mais c'est lui-même qui l'a dit. Rien que pour la femme? Non, il a dit une élection consensuelle. Le consensuel ne se limite pas à ça. C'est lui-même qui l'a dit. Et clairement. Hein? Et non, par ailleurs... Laisse comparer est out. Rien que pour sa femme, il a fait ça. Si tu me permets. Et par ailleurs, il estime que on veut... Il a un acharnement contre son régiment. Hein? Bon... Mais ça, c'est de notoriété publique, donc on veut la dissolution du régime. Est-ce que ces questions peuvent amener à faire ce qu'ils sont en train de faire? Et pour moi, à l'analyse, je crois que le push est en cours. Il n'a pas encore caillé. Parce que on a vu au Mali comment ça a commencé et finalement, il reste maintenant à la sous-région d'aller de la main forte, comme ça a été le cas, malgré les réserves qu'on peut apporter aujourd'hui à tous ceux qui animent cette instance, c'est-à-dire la CEDEAO. Ce n'est plus, les données ne sont plus les mêmes au moment où Ouattara, le président béninois Boni Yayi, conduisait les opérations au Mali. Aujourd'hui, la proximité de Ouattara et du président Boni Yayi avec ce pouvoir de comparer pose problème. Mais c'est important aujourd'hui que la CEDEAO aille de main forte. Mais forte. Comme alors qu'on est en crise, est-ce vraiment la solution? Non, ce n'est véritablement pas une crise, mais c'est une situation que l'on peut facilement liquider si on met en jeu réellement les principes de démocratie et les principes de bonne gouvernance dans l'espace CEDEAO. Devant un homme vraiment armé, super entraîné, on liquide facilement un dossier? Non, je pense qu'il faut remettre les choses un peu à leur place. Ce serait faire injure au peuple burkinabé qu'un officier supérieur de la taille de Diendéré dépende de sa femme. De la candidature acceptée ou repoussée de sa femme. Mais il paraît que derrière un grand homme se trouve toujours une grande dame. Oui, est-ce que les humains n'ont pas en partie raison? Et lorsque je dirais ce que j'ai envie d'ajouter, vous comprendrez qu'il faut vraiment balayer cela d'un revers de la main. Parce que le peuple burkinabé, qu'il s'agisse des militaires ou des civils, c'est un peuple, moi j'y ai beaucoup d'amis, c'est un peuple de gens mûrs, de gens avisés, qu'on ne peut pas mener un bateau avec une baguette magique en parlant de femmes et consorts. Et dans une armée, moi j'ai été militaire, et je sais ce qui se passe. Moi je ne peux pas parler comme un civil qui ne connaît pas l'armée. Dans l'armée, ce n'est pas parce que Diendéré est un général que automatiquement, même au sein des 1200 troupes, il fera l'unanimité et il sera désigné pour être le chef. Ce n'est pas du tout évident. Vous pensez que c'est un homme seul qui a été sorti des rangs depuis 9 mois, s'il n'est pas populaire au sein de l'armée, qu'on ira chercher pour mettre à la tête, ou bien tout seul, comme une baguette magique, qui dit « je suis votre patron, je dirige désormais, on va faire un coup ». Vous croyez que ça se passe comme ça? Il ne faut pas être naïf. Déjà, entre les civils, c'est très compliqué. À plus forte raison, nos armées modernes, composées d'intellectuels, vous allez dire que Diendéré va aller mener un bateau avec comme une... Non, ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des réalités qui touchent au Burkina. Il y a des réalités qui touchent à l'armée. Et il y a des réalités qui touchent au problème du pardon général qui avait été accordé pour tous les anciens péchés et dont la perspective de remise en cause peut poser des problèmes à tout le monde. Il faut regarder loin. Ce n'est pas une simple question de quoi, tu me laisses me présenter, tu laisses ma femme me présenter. L'affaire est beaucoup plus complexe. Et tout le monde au Burkina doit mettre de l'eau dans son vin
si l'on veut que le pays progresse et si l'on veut faire des élections très rapidement. Le gouvernement qui sera élu aura la gestion de ces problèmes difficiles. Alors, l'espoir est encore permis pour le Burkina Faso? Absolument. Absolument. Ceux qui ont pris le pouvoir ne peuvent pas tenter de s'éterniser au pouvoir. Et ça m'étonnerait même qu'ils y passent une année. Et moi, je pense comme délai, ils ne peuvent pas passer une année au pouvoir. Ce n'est pas possible. L'élection du 11 octobre, c'est perdu. Ils connaissent le contexte. Il faut compter avec l'année 2016. Ils doivent organiser des élections très rapidement. Ils ne peuvent pas. S'ils veulent s'éterniser, comme quelqu'un semblait le dire hier lors de ma conférence de presse, où c'est le pouvoir de Compaoré qui essaye de revenir par une autre porte, moi je pense, et avec l'expérience que nous avons de nos pays, que c'est une utopie. Blaise ne peut pas revenir au devant de la scène. C'est possible qu'il ait tiré les ficelles par derrière, c'est possible. D'ailleurs, s'il allait dormir tranquillement sans tirer aucune ficelle, les gens vont se demander si ces 30 ans de règne n'avaient été que le règne d'un tigre en papier. C'est ça qui aurait été étonnant, qu'après avoir été chassé comme ça a été le cas, qu'il ne se passe rien au Burkina. Les gens vont dire, mais ces dictateurs qui nous mènent là, mais enfin, ils ne représentent rien. Il suffit de les chasser par une grande tempête, et puis on n'entend plus parler. C'est ça qui serait étonnant. À quoi devons-nous nous attendre dans les tout prochains jours? Oh, je crois que si la sagesse habite les Burkinabés. Si. Et je crois que la sagesse les habite. Parce que Diendéré, ce n'est pas un jeune homme. C'est quelqu'un qui a traversé beaucoup de péripéties. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience et qui sait qu'il ne peut pas garder ce pouvoir. Et qui sait qu'il est obligé d'organiser des élections inclusives très rapidement pour se débarrasser de cette patate chaude. Très chaude. Alors, l'avenir très prometteur pour le Burkina Faso, vous pensez aussi? Oui, mais pas de la même manière que Maître. Et c'est quoi votre manière? Non, moi je crois fermement que face à des groupes du genre, il faut forcément la résistance. La résistance de la part de qui? Et le peuple burkinabé aujourd'hui, j'estime qu'ils trouveront les ressources nécessaires pour organiser effectivement la résistance. Parce que considérer ce régiment comme l'armée du Burkina Faso qui a perpétré un coup d'État, je crois que ce serait dangereux pour l'Afrique. Parce qu'il suffirait qu'un pouvoir, fut-il démocratiquement élu, s'installe et organise ce que Compaoré a organisé au Burkina, en armant lourdement un compartiment de l'armée. Je crois que lorsque ce pouvoir connaîtrait des difficultés, on aboutirait à la même chose. Ce qui n'est pas bien pour l'Afrique aujourd'hui, qui peine à retrouver le chemin de la démocratie. Et c'est en cela que, pour moi, il est nécessaire que, à côté du peuple burkinabé, que tous les démocrates s'organisent de par le monde pour faire échec à cette manière de voir les choses, prétextant que il y a exclusion, il y a ceci, pour faire cette irruption sur la scène politique. Donc vous appelez déjà la CEDEAO, l'Union africaine, tout cela au chevet urgemment du Burkina Faso. Urgemment du Burkina Faso. Et je m'étonne même du fait que le Parlement béninois, le Parlement béninois et non le Parlement togolais, c'est pas sénégalais. Non, non, parce que, j'explique. Le Bénin conduit, vaille que vaille, son processus démocratique. Et devant ces faits suffisamment graves, la réaction, parce que ce régiment est aujourd'hui en guerre contre le peuple burkinabé. Et le Parlement est une représentation du peuple. Et lorsque il y a cri de détresse là-bas, les représentants du peuple béninois doivent vraiment réagir. Nous ne comprenons pas, c'est quoi cette corrélation? Non, cette corrélation doit exister, comme je l'ai dit, parce que c'est un coup contre le peuple béninois. Pas contre le peuple nigérien, par exemple? Non, non, je suis béninois. Et je veux voir mon Parlement au devant de la scène internationale. Je veux voir mon Parlement au devant de la scène internationale. Que notre voix aille très loin, que par rapport à la crise au Burkina, le peuple béninois
par le biais de son Parlement, à apporter son soutien au peuple burkinabé. Ceci, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que on est également à la veille d'une élection présidentielle au Bénin. Hein, un groupe de militaires, certainement proches d'un camp ou d'un autre, peut estimer que bon, telle chose va balle et par conséquent, il faut faire irruption sur la scène pour dire oui, il y a ci, il y a ça. Non. Maître Sadikou Alaou, très rapidement, avant que nous passions au deuxième thème retenu pour l'émission de ce jour. Je n'irai pas jusqu'à conseiller une telle imprudence aux parlementaires, parce que c'est la voie de la sagesse. Les événements politiques ne sujet pas à la va-vite. Évoluent très vite. Le Parlement d'un pays ne peut pas prendre position dans une question nationale dont la dimension n'est même pas encore maîtrisée. Pourquoi un Parlement comme celui du Bénin, où il y a des politiciens expérimentés, va se permettre de prendre position dans un débat trouble? Je crois que personne ne le ferait. Mais peut-être que vous serez bien inspiré en conseillant cela aux médiateurs qui prennent position. Ce serait très très bien. Non, je vous en prie, maître, la question n'a pas cette dimension. Moins, non, ça a plus d'importance. La question parce que c'est de la médiation dont il s'agit là. Je pense que si on peut escapoler, passer d'un pays à un autre sans vraiment faire attention, je crois que celui qui peut le faire un peu plus facilement encore, c'est le médiateur qui a son homologue au Burkina Faso. Et il se réunit souvent, il se concerte. Il serait bien indiqué qu'il y ait une démarche, et je sais que le médiateur béninois, que je connais bien, est très prudent. Il ne s'aventure pas dans n'importe quel eau. Et il prendra contact, il parlera et ne fera aucun communiqué sans s'être assuré de l'avis de son homologue burkinabé. Maître Sadikou Alaou, Vincent Lézy, avec votre permission, nous allons évoluer, très rapidement. C'est très important. La nuance que je voudrais apporter, je ne demande pas au Parlement béninois de prendre position. Juste se prononcer. Juste se prononcer face à cette crise. Ok. Vincent Lézy, on vous aura compris, ce sera tout, mesdames, messieurs. Pour notre premier thème de ce jour, nous aborderons dans un instant le deuxième débat du jour qui porte sur les efforts en cours par l'ONU en vue d'une sortie de crise en Libye, considérée à tort ou à raison comme un monstre à deux têtes depuis la chute du guide libyen Mohamed Kadhafi. Médiation de l'ONU dans la crise libyenne, possible retour à la normalité, ce sera juste après ce générique. Cette émission se poursuit toujours avec Maître Sadikou Alaou et Vincent Lézy. Maître Sadikou Alaou, l'ONU est à la tâche pour colmater les brèches en Libye. Deux gouvernements rivaux s'opposent en Libye, pays déchiré par des violences depuis la chute en 2011 de l'ex-dictateur, dit-on, Mohamed Kadhafi. L'un dominé par la coalition de milices pour parti islamiste FA Libya siège à Tripoli et l'autre qui est reconnu par la communauté internationale basée à l'Est. Maître Sadikou Alaou, comment trouvez-vous le travail qui se fait au quotidien d'arrache-pied par l'ONU? Et oui, l'ONU joue sapeur-pompier, évidemment. Il serait bien de mettre un peu à la bourre ceux qui ont causé cette situation en Libye. Et c'est ce qui se fait. Ce n'est pas tellement l'ONU qui a créé la situation en Libye. Peut-être que Sarko serait mieux placé. Sarkozy. Ah oui, puisque... Ah ben il est à l'origine. Il est à l'origine. C'est lui qui a déclenché les hostilités. Et il serait bien... Ça se trouve qu'il est à la touche. Il serait bien qu'il soit à la bourre, mais il peut déjà conseiller son homologue, son remplaçant français. Et parce que... Si vous avez écouté... Donc la Libye a encore besoin des forces françaises sur le terrain. Ah, peut-être, parce que si vous avez écouté avant-hier ou hier, le président sud-africain. Ah oui, Jacob Zuma. Jacob Zuma. Avant-hier. Et il s'est apaisanti sur la question et a dit ceux qui ont semé la pagaille dans ces pays-là, il faut qu'ils y aillent remettre de l'ordre. Parce qu'en fait, ce sont ceux qui ont perdu dans cette pagaille-là. C'est nous, les nègres, qui avons beaucoup perdu. Vous trouvez,
Il paraît que la Libye, vraiment, c'était le chaos sous Muammar Kadhafi. Il faut rétablir l'équité, la justice pour le peuple. Il fallait cette intervention, maître Sadikou Alao. Non, non, ne suivez pas cette sirène de mauvais augure. Moi, j'ai combattu Kadhafi parce que c'est un dictateur. Mais en fait, le côté positif, il ne faut pas l'ignorer, de sa dictature pour les pays africains, c'est que c'était un panafricanisme peut-être désespéré, mais son panafricanisme a rapporté énormément aux États africains. Prenez le cas du Bénin, tout simplement, tous les projets entamés par Kadhafi au Bénin, dès qu'il est parti, se sont estompés. C'est la broussaille partout. Au Togo, c'est pareil. Moi, je ne vais pas confondre notre démarche intellectuelle et démocratique avec l'aspect pragmatique de certaines politiques intra-africaines. Nous avons été les grands perdants du massacre de Kadhafi. Il faut le dire clairement. Maintenant, si l'ONU essaye de colmater les brèches pour faire en sorte qu'en Libye, la vie redevienne normale et que la Libye revienne en Afrique comme un État africain, je sais que ce sera difficile parce que la Libye, c'était des tribus. Et Kadhafi essayait de trouver une politique susceptible de remettre les tribus ensemble, même si c'était lui qui émergeait et qui dirigeait tout ça et qui distribuait les bons points et les mauvais points. C'est vrai. Tout ça, c'est antidémocratique. Mais un aspect pragmatique, la gestion de Kadhafi a été très bénéfique du point de vue du développement aux pays africains ou à certains pays. Avec l'ONU, on a constaté quand même des bons qualitatifs. Est-ce qu'il faut aujourd'hui croire à un seul gouvernement, un gouvernement unique pour aider la Libye à sortir de l'ornière? Oui, je crois que l'émissaire de l'ONU, Bernardino Léon, qui est dans cette affaire-là depuis le 17... Très discret mais efficace. Oui, il est dans cette affaire depuis le 17 octobre 2012, en remplacement de Tarek Mitri. Je crois qu'aujourd'hui, il fait des bons qualitatifs dans le sens du règlement du conflit. Ce qui gêne fondamentalement, comme Maître l'a souligné, c'est la touche des Occidentaux qui ont créé cette crise. Non, on ne va pas revenir là-dessus, il faut aller de l'avant. Hein. On va pouvoir tourner cette page. Non, c'est très important de le souligner parce que leur réaction par rapport à la résolution de cette crise, de mon point de vue... Elle est insuffisante? Non seulement insuffisante, mais elle est également tardive. Pourquoi? Il a fallu la montée en puissance des djihadistes de l'État islamiste pour que la communauté internationale se préoccupe davantage de cette question. Parce que entre les deux clans rivaux, l'État, les djihadistes de l'État islamiste trouvent une fenêtre et s'ils ne faisaient rien, cela pourrait les compromettre, c'est-à-dire deviendrait un problème également pour eux. Comme vous l'aviez constaté que depuis les événements du 11 septembre aux États-Unis, hein, les pays occidentaux ne réagissent que lorsque il y a montée islamiste sur un certain nombre de sujets. Ce qui fondamentalement, de mon point de vue, pose problème si ils estiment que cette question trouverait des solutions. J'estime pour ma part qu'on trouverait effectivement la solution. Parce que la Libye, tout le monde sait ce que cela représente au plan géopolitique et au plan géostratégique. Tous les couloirs qui convergent vers là, les trafics, divers trafics. Donc, par conséquent, et il y a toujours des intérêts derrière ces trafics qui se font par rapport aux Occidentaux. Donc, la question fondamentale, c'est de revenir sur ces aspects-là et trouver la solution nécessaire pour permettre à l'émissaire de l'ONU qui travaille sérieusement actuellement pour qu'on ait un gouvernement d'union
national. Et l'accord de principe a été donné par les deux gouvernements. Reste la signature de l'accord. Vous y croyez? Oui, j'y crois fermement. Parce qu'à l'étape actuelle, chacun considère qu'il est nécessaire de revenir à un gouvernement d'unité nationale pour que tout le monde puisse se retrouver, que la paix revienne non seulement en Libye, mais également dans la sous-région. Et cela a forcément d'impact positif par rapport à l'Occident au regard de la position géostratégique de la Libye. Maître Hadiko Alao, vous croisez les doigts pour la Libye. Je souhaite vivement qu'on arrive à une solution pacifique pour que la Libye revienne à l'Afrique et en Afrique. Retour de la Libye à l'Afrique, pour l'Afrique et en Afrique. C'est sur ce mot que nous allons mettre un thème à ce numéro de votre émission Angle de vue. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Cette émission s'achève. Merci donc de l'avoir suivi. À très bientôt. Et n'oubliez pas, le programme se poursuit sur SICA. Gardez donc votre position. À très bientôt.